Bienvenue dans une semaine dans le monde. Nous allons revenir sur les temps forts de cette semaine. On commence avec l'incertitude. L'incertitude en France. Va-t-on vers un troisième confinement? Un confinement très serré, un confinement hybride, différent de ceux du printemps ou du mois de novembre. Une chose est sûre, pour le gouvernement, le couvre-feu à 18 heures ne suffit plus. Les consultations se poursuivent du côté de l'exécutif qui pourrait faire des annonces dès ce week-end. Pour en parler, Bruno Darou avec moi, chroniqueur international à France 24. Bonsoir Bruno. Bonsoir Mariam. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, et nous rejoindrons également Laure Simoès du collectif Cartooning for Peace qui reviendra pour nous sur les dessins de presse les plus marquants sur nos sujets. Mais avant de débattre, on écoute le porte-parole du gouvernement qui a tenté de préparer les esprits hier. Nous sommes, et chacun le sait désormais, dans une semaine charnière et nous devons agir. Un premier consensus s'est dégagé, un consensus autour de la fragilité de la situation épidémique. Et un second consensus qui découle directement du premier, c'est la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour freiner la circulation du virus dans les prochains jours. Plusieurs scénarios ont été discutés, vous le savez, qui vont d'un renforcement important du cadre actuel jusqu'à un confinement dont les modalités doivent être décidées à la lumière des deux confinements qui se sont tenus dans notre pays en mars 2020 et en novembre 2020 et à la lumière des expériences que nous en avons tirées. Bruno Darou, un conseil de défense sanitaire a lieu à l'Élysée depuis plus d'une heure maintenant. On a l'impression qu'Emmanuel Macron semble vouloir tout peser avant de prendre la décision. Bah oui, parce que c'est une décision difficile qu'il doit prendre Emmanuel Macron, un troisième confinement, alors qu'il y a un sentiment de lassitude de plus en plus prégnant chez une grande partie de la population française. Donc effectivement, il évalue les risques et les avantages d'un confinement. Bon, les avantages, on les connaît, et c'est poussé évidemment par le milieu médical à juste titre, c'est que les chiffres ne sont pas bons, même s'ils ne sont pas encore catastrophiques. Mais ce qu'on craint, c'est donc la progression exponentielle du variant anglais. Donc évidemment les milieux médicaux poussent à stopper dès maintenant avec un confinement assez strict cette poussée exponentielle. Et puis de l'autre côté, il y a l'acceptabilité sociale, comme on dit, de la part de la population. Alors les derniers sondages montrent que malgré tout, plus de 90% des Français seraient prêts à accepter ce confinement. Mais enfin, on est 90, 92, 93. Ça veut dire quand même qu'il y a une bonne proportion, 6 à 7% des Français, ça fait quand même entre 4 et 5 millions à peu près, qui se disent absolument décidés à désobéir à un confinement. Bon, donc Emmanuel Macron, il prend tout ça en compte parce qu'évidemment, on n'est pas très très loin quand même si ça paraît bien loin pour le moment, mais lui, il y pense, de l'élection présidentielle de 2022. Il y a le problème de la jeunesse aussi, notamment, qui est très important. Il y a le problème de l'école, en particulier pour les plus jeunes. Faut-il fermer ou laisser ouvertes les écoles? Il y a des informations qui circulent ou des allégations comme quoi on pourrait décider de fermer les écoles pendant... Enfin, de fermer les écoles, non. De prolonger les vacances de février et de regrouper toutes les zones et de décréter des vacances scolaires pendant un mois, ce qui serait une façon de fermer les écoles sans les fermer. Voilà. Donc, il pèse, il soupèse tout ça. Alors, après, il y a deux possibilités à ça. Soit l'opinion comprend que pour le président, c'est une décision très difficile à prendre, donc il veut prendre son temps. Il ne veut pas, parce qu'il y a aussi l'élément évidemment de la vie économique et sociale et la vie psychologique aussi, de la collectivité, et que donc, à cause de ça, il prend son temps. Soit on peut estimer que... il recule un peu devant l'obstacle et que plus les jours passent, moins la décision tombe, et bien moins c'est bon pour lui. Jean-Christophe Ploquin, on voit bien qu'il y a les nouveaux variants du Covid qui circulent. On a dépassé ce soir les 75 000 décès depuis le mois de mars et on a l'impression que le chef de l'État cherche de nouveaux mots, joue avec la sémantique, un confinement très serré, hybride. Comment il va pouvoir réussir à concilier les deux, donc ces contaminations qui repartent à la hausse et ces difficultés économiques effectivement auxquelles on fait face? Ouais, je trouve que ce qui est notable justement depuis 2 3 jours, c'est toute la phase de concertation dans laquelle l'exécutif s'est lancé. On a vu hier et aujourd'hui la classe politique, le patronat, les syndicats qui ont été consultés. Et donc il y a le souci effectivement non seulement de prendre en compte
toutes les projections qui sont faites par les épidémiologistes et par les médecins spécialisés qui travaillent sur des modélisations en fait et qui conduisent effectivement la situation. On peut dire aujourd'hui la situation aujourd'hui n'est pas critique, mais les modélisations permettent de se projeter à plusieurs jours, voire quelques semaines. Et si on poursuit sur la tendance actuelle, on peut arriver très vite à un moment très critique. Donc, l'enjeu médical, il est très clairement posé sur la table, mais on voit bien que pour la France dans son ensemble, pour les Français dans leur ensemble, il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte, qui sont, comme le disait Bruno Darroux, notamment des enjeux psychologiques, des enjeux sociaux, des enjeux économiques. Et c'est pour ça qu'on voit cette phase de concertation. Moi, je pense qu'il faut la saluer et il faut constater qu'effectivement, il y a la volonté de l'exécutif. Alors, on parle toujours du président Jupiter, d'un Emmanuel Macron qui décide en direct, lui, et c'est un peu ce qui se passe et ce qu'on voit avec les conseils de défense. Mais finalement, cette verticalité aura été précédée justement par une consultation très large pour aussi à la fois consulter et aussi préparer un consensus. Ziad Limam, justement, ces consultations qui se poursuivent, Jean Castex a rencontré les partenaires sociaux. Est-ce que pour vous, le but c'est affiché, il faut absolument du soutien, que ce soit des partis de l'opposition pour entrer potentiellement dans un nouveau confinement ? Moi, je pense qu'il y a une recherche presque désespérée d'une forme de consensus politique, parce que j'entendais notre ami Bruno parler des sondages. Moi, je pense que ces sondages donnent une partie de la vérité. C'est-à-dire, les gens, on les arrête dans la rue, on leur dit: est-ce que vous êtes d'accord pour arrêter l'épidémie et confiner? Bien sûr. Mais dans la réalité, est-ce que les gens sont prêts à un confinement serré aujourd'hui? J'ai un vrai doute sur la capacité d'absorption économique, sociale, psychologique. Il ne faut pas oublier que c'est le 3e, qu'au mois de fin octobre, octobre-novembre, on était déjà dans un 2e. C'est pas si vieux que ça. Alors c'était souple, peut-être faut faire plus dur, mais franchement, je pense qu'il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque social. Il y a un vrai risque de rupture de génération. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus un discours pour dire: ah mais oui, mais bon, les jeunes, ils payent un prix démesuré à cette épidémie, alors qu'ils représentent un nombre très faible de victimes dans une classe d'âge, disons 15-45 ans. Il faudrait confiner les gens âgés, c'est ça. Et donc on rentre dans un espèce de débat de qui est confiné, qui ne l'est pas. On rentre dans un débat où on s'aperçoit que les projections au second tour hypothétiques de 2022, l'écart entre Marine Le Pen et le candidat éventuel Macron n'est plus que de 4%. Enfin, tout ça, ça passe totalement à côté, parce qu'on parle tellement du Covid qu'on ne voit plus les autres, enfin, tout ce qui est entraîné par ça. Et donc, je pense que ce n'est pas si simple de dire aujourd'hui à la France, il y a un 3e confinement serré qui arrive. Je pense que ça va être très compliqué et que donc on fait le maximum pour s'entourer de précautions. Mais tout ça, c'est de la politique qui se joue dans les palais, dans les salles de réunion, par Zoom. Mais comment la réalité du terrain? Il y a un chiffre qui est passé ce matin aussi, pas totalement inaperçu, mais la régression du PIB de la France, c'est plus de 8%. C'est énorme. Le chômage, c'est plus de 7%. C'est énorme. La politique du quoi qu'il en coûte, combien de temps ça va durer? Il y a même un ministre qui a dit faudrait peut-être arrêter de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Donc je pense que là, il y a un vrai moment absolument clé, et je m'arrêterai là-dessus, qui est renforcé par la pénurie des vaccins. Voilà. C'est-à-dire que non seulement il y a une exaspération, je pense, du corps social, et en plus, on n'arrive pas à vacciner alors que les Français ont changé d'avis. Ils sont prêts à se faire vacciner, et les reportages télé, etc., la radio, c'est rempli de reportages de gens qui n'arrivent pas à se faire vacciner. Un confinement coûte effectivement 11 milliards d'euros par mois à l'État. Ce sont les chiffres donnés par Bruno Le Maire. Dans certains pays, en tout cas, les nouvelles mesures de confinement ne passent pas. Dernière ville en date à s'être soulevée, on en a parlé, c'est Tripoli au Liban. 5 nuits d'émeutes, 2 morts, au moins 400 blessés. Tripoli, c'est l'une des villes les plus pauvres du pays. Et pour les habitants, le confinement, c'est la mesure de trop. وجه رسالة للسياسيين والمعنيين بلبنان انه يوصلوا الشباب لهون، هيدا الشباب لو منا نرجعوا هون ما بينزلوا لهون. بقول لهم اقتلوني لانه هذا العيش اللي عايشه عرف
نازل لموت بشرف ما لعيش بقرف بيكفي فقر بيكفي جوع الشعب اللبناني قلبه موجوع اول سلاح عسكري رصاص حي شو لسه بدنا ناكل طعمونا شربونا نطلع من الشارع. Ziad l'imam, alors il y a le confinement, effectivement, il y a aussi une crise politique très forte au Liban. Le Liban ne s'en sort pas. Est-ce que finalement Tripoli n'est pas en train de devenir aussi le symbole de ces populations qui se sont laissées à l'abandon par la pandémie ? C'est-à-dire, dans le cas de Tripoli, c'est effectivement une des villes les plus pauvres du Liban et le confinement au Liban est ce qu'on appelle extrêmement strict. Mais comme il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de mesures de soutien, etc., on demande à des gens qui n'ont pas de revenus ou qui vivent avec un revenu de $5, $6 par jour, de vivre sans revenus. Enfin, je veux dire, c'est surréaliste à un moment. Il faut bien se poser on ne peut pas sacrifier on ne peut pas espérer que des gens comprennent une telle politique. C'est pour ça que je pense que, et ça concerne les pays pauvres, ça concerne les pays à revenus intermédiaires, ça concerne les pays émergents, mais ça concerne aussi les pays riches. On ne peut pas exclure aujourd'hui que des commerçants, par exemple, ou des restaurateurs, on voit en France des moments de rébellion, qui est quelque chose de plus complexe qui arrive. Et c'est pour ça que je crois que vraiment, maintenant, l'enjeu, c'est d'arrêter de parler. Enfin, il faut faire confiner, il faut confiner, reconfinons peut-être. Mais il faut arrêter de parler de confinement, il faut parler vaccination et mise en place du vaccin à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire c'est une tâche... j'allais dire homérique, mais qui est celle de notre génération peut-être, mais il faut le faire parce que toutes les autres solutions ne mènent qu'au garrot à serrer l'épidémie, mais dès qu'on lâche le garrot, l'épidémie repart. Donc on Alors, il y a autant de fois qu'il le faudra, mais il faut vacciner. Il y a d'autres images qui ont surpris le monde entier, scène d'émeutes urbaines aux Pays-Bas, un pays nordique, peu habitué au débordement, des violences, pour dire effectivement que ces confinements sont des mesures liberticides. On écoute le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Ce à quoi nous avons assisté n'a rien à voir avec le combat pour la liberté. Nous n'avons pas mis en place toutes ces mesures pour le plaisir. Nous l'avons fait pour vaincre le virus, qui justement nous prive de notre liberté. C'est à cause de ce virus que nous avons dû prendre ces terribles mesures, comme fermer les écoles, imposer un couvre-feu, limiter nos interactions. Et ce n'est qu'en gagnant le combat contre cette épidémie que nous retrouverons notre liberté. Jean-Christophe Ploquin, manifestation également en Écosse, en Espagne, au Danemark. Quel est le profil de ces personnes qui manifestent? Sont-ils les mêmes partout? Visiblement, ce sont souvent des personnes qui jettent, qui sont, je ne dis pas qu'ils sont complotistes, mais enfin, ils sont souvent quand même dépendants d'informations qui sont un peu particulières et qui ne sont pas les informations mainstream. Donc, ce sont souvent des gens, on a vu ça en Allemagne aussi, hein, quand même, où il y avait un lien avec l'extrême droite qui était relativement clair. Ensuite, je pense que le sentiment d'exaspération, il est très généralisé et même si tout le monde ne descend pas dans la rue, on sent bien que c'est quelque chose qui est à la fois de l'exaspération, aussi de l'abattement. Il y a un petit peu ce sentiment qu'on va rentrer finalement dans une nouvelle année de confinement, alors que la capacité de résistance et un peu de résilience est déjà fortement affaissée. Donc, ces manifestations, après, je crois qu'aux Pays-Bas, il y a eu aussi d'autres facteurs qui ont expliqué les émeutes, qui ont pris aussi un tour d'émeutes urbaines. Donc, ça révèle aussi, un peu comme à Tripoli, le Covid vient aussi amplifier ou révéler des failles finalement qui étaient déjà préexistantes. Et effectivement, les souffrances qui sont endurées par certains finissent par les faire descendre dans la rue. Bruno Darou, comment expliquer qu'il n'y a pas eu des scènes similaires en France, par exemple? On a senti la colère très forte des restaurateurs qui ont manifesté, du monde du spectacle ou au Royaume-Uni. Est-ce que finalement cette vague de colère, elle peut toucher tous les pays européens? Écoutez, potentiellement, oui. Après, il y a eu déjà, effectivement, ponctuellement, certaines manifestations assez virulentes d'exaspération. Effectivement, dans le cas de la France, c'est peut-être un peu étonnant, puisque on avait eu ce mouvement des Gilets jaunes. Donc, on aurait pu penser qu'il y avait à nouveau
ce sentiment, alors effectivement, qui n'est pas vraiment complotiste, mais qui est assez anti-système, anti-décision de l'État, très anti-Macron aussi, il faut le dire, parce que le président reste quand même un personnage assez clivant. Mais très clivant même, mais on a l'impression quand même que globalement, dans sa grande majorité, pour l'instant, il faut rester prudent, la population française est plutôt résignée, une partie et commence à être exaspérée, voire un peu rebelle. Mais voilà, je citais ce sondage qui n'est qu'un sondage, mais ça veut dire quand même que ce sentiment commence à monter. Mais c'est vrai que ni en France, alors ni au Royaume-Uni, ça ne s'est traduit pour l'instant par ce genre de manifestation. Après, je ne pourrais pas vous donner exactement la raison qui fait que... Alors, concernant les Pays-Bas, par exemple, c'est parce que c'est une mesure, tout est toujours relatif. C'est-à-dire des choses qu'on vit dans son pays qui paraissent totalement insupportables. Les Pays-Bas, par exemple, n'avaient pas connu de mesures de couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale, et donc ça leur a paru absolument insupportable. Et dans ce pays, l'attachement aux libertés individuelles est extrêmement fort, et donc ça peut expliquer qu'il y ait eu cette réaction aussi forte. On s'aperçoit finalement qu'en France, alors peut-être est-ce un phénomène, je ne sais pas, lié à notre histoire, hein, on a fait certes des révolutions, mais enfin... On a connu 2 épisodes bonapartistes, on a connu Vichy, où on a vu que la société française finalement acceptait quand même des mesures assez autoritaires sans trop se rebeller. La Ve République elle-même est un système quand même avec la figure du président qui peut être assez autoritaire. Le couvre-feu a été utilisé pendant la guerre d'Algérie. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on n'en est pas là concernant des pays comme la France et le Royaume-Uni. Mais enfin, il faut rester prudent, hein. Alors, Ziad Limam, vous parlez justement des vaccins. Est-ce qu'on va pouvoir faire accepter effectivement à ces populations et notamment aux Français toutes ces restrictions, potentiellement un nouveau confinement, alors qu'effectivement, on arrive dans des périodes de pénurie de vaccins? Moi, je pense que c'est la clé. C'est-à-dire, si on avait, en France, mais pas qu'en France, hein, je veux dire, si on avait un flux de vaccination plus important, je pense que la pression politique et sociale sur la question des confinements diminuerait parce qu'il y aurait une perspective. Le problème, c'est que là, on a des chiffres qui sont un peu abstraits. C'est vrai qu'on doit faire avec une pénurie de vaccins parce que d'un seul coup, il faut vacciner beaucoup de gens en même temps. Mais pour moi, c'est vraiment la clé du problème. Et c'est la clé du problème en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Et c'est tout cet effort commun qui doit monter. Les gens posent beaucoup de questions. Ce n'est pas des spécialistes, mais ils posent des questions. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas des brevets? Pourquoi on ne met pas en marche... Bon, il y a eu le cas de Sanofi récemment avec Pfizer, mais pourquoi on ne met pas en marche des usines qui n'ont pas eu, parce qu'ils n'ont pas eu de chance de trouver le bon vaccin, mais qui ont les capacités industrielles? Pourquoi on ne les met pas à la disposition de ceux qui ont eu la chance de trouver les bons vaccins? Pourquoi il y a une telle guerre? Les gens regardent la guerre avec AstraZeneca, c'est surréaliste. On parle de business, il y en a qui sortent des contrats en disant je n'ai qu'une obligation de bonne foi, les États menacent de bloquer les exports. L'opinion regarde ça de manière stupéfaite parce que pour elle, le problème, c'est de se faire vacciner. Et vous avez passé un reportage juste avant de gens qui essayent de se faire vacciner et qui n'y arrivent pas. Et là, on est en France. Mais si vous allez en Afrique, si vous allez au Brésil, Justement, si vous allez en Indonésie, oui, etc., c'est un problème de magnitude. Justement, Jean-Christophe Ploquin, est-ce que finalement, on ne va pas assister aussi rapidement, parce qu'on a malheureusement plus de temps, à des émeutes aussi, notamment en Afrique, puisque l'Afrique du Sud, qui est touchée par ce nouveau variant, attend toujours les doses de vaccin? Oui, franchement, là, c'est un peu la boule de cristal, hein. Donc, on voit qu'il y a des tensions, il y a une angoisse par rapport à la vaccination, il y a effectivement des pénuries. Alors, le terme pénurie reflète bien la réalité, mais en même temps, il faut rappeler que c'est un vaccin, les premiers, ils ont été produits il y a 1 mois et demi, quoi. Donc, et les capacités de production sont en train de se développer. Mais effectivement, je trouve que c'est très intéressant cette idée. Et si ça devenait quelque chose, une sorte de bien commun de l'humanité qui serait mis à la disposition de tous, c'est un vrai sujet. On est en train peut-être d'accélérer sur cette prise de conscience qu'il faut sortir des enjeux commerciaux. Merci. On marque une courte pause. Merci à Bruno Darrouz, Ziad Limam et Jean-Christophe Ploquin. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Seconde partie d'une semaine dans le monde. Nous sommes toujours avec Bruno Darou, chroniqueur international à France 24, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Et nous rejoindrons évidemment Laure Simoes du collectif Cartooning for Peace qui va revenir pour nous sur les dessins de presse les plus marquants sur nos sujets. Allez vite, très vite pour tourner la page Trump, c'est l'adage que semble appliquer Joe Biden, le nouveau président américain en poste depuis 9 jours à peine, a signé un nombre record de décrets, 30 au total, du jamais vu depuis 20 ans pour revenir sur la politique de son prédécesseur. Dernier en date, il concerne le droit à l'avortement. Aujourd'hui, je signe 2 décrets pour réparer les dégâts causés par Trump. Il n'y a rien de nouveau dans ce que nous faisons ici, à part rétablir l'Affordable Care Act et le Medicaid tels qu'ils étaient avant que Trump ne devienne président. Bruno Darou, de quoi s'agit-il précisément ? Là, Joe Biden parlait du Medicare et du Medicaid, c'était pas sur l'avortement, mais non, bon. Mais de ce Donc, décret sur l'avortement. Donc il rétablit le Medicare et le Medicaid. Donc effectivement, comme dit Joe Biden, on revient, j'allais dire, au statu quo ante, c'est-à-dire ce qui avait été en tout cas décidé et mis en place concernant notamment évidemment les réformes dans le domaine de la santé sous Barack Obama. Mais effectivement, en 9 jours, il a pris un nombre considérable de décrets dans le domaine intérieur, sur le climat bien sûr, avec des mesures là aussi à l'intérieur et vis-à-vis du monde extérieur. Là aujourd'hui, sur l'Afghanistan, il veut relancer un processus de paix politique. Il annonce pour la semaine prochaine une modernisation du système d'immigration. Il a parlé de l'Iran, c'est-à-dire oui, on est prêt à réintégrer l'accord de 2015, mais il faut quand même que l'Iran d'abord se remette à respecter ses obligations. Sur le Proche-Orient, alors il conserve, il ne peut pas tout enlever, mais Jérusalem, il le conserve, il conserve la décision de Trump, mais il réitère la solution à 2 États. Et puis effectivement, il y a aussi une décision sur l'avortement. Donc on voit bien que sur les réformes sociales, il veut avancer. Autre sujet sur lequel le démocrate veut imprimer sa différence avec son prédécesseur, c'est le climat, puisque ordre a été donné d'interrompre les forages d'hydrocarbures. Un sommet sur le climat va même avoir lieu le 22 mars. Jean-Christophe Ploquin, Joe Biden peut-il devenir un leader dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Va-t-il avoir les mains libres pour le faire ? Je crois que vous avez raison de souligner les décisions que Joe Biden a prises déjà très rapidement sur l'enjeu du climat. Sa décision de revenir dans l'accord de Paris, c'est vraiment une décision extrêmement forte puisque les accords de Paris souffraient de l'absence de la dynamique, souffraient de l'absence des États-Unis depuis que Donald Trump avait décidé de retirer les États-Unis de cet accord signé en France en 2015. Donc il y a aujourd'hui la capacité d'avoir un nouvel élan, avec d'ailleurs les États-Unis qui souhaitent se mettre en position de leader. Joe Biden l'a dit très clairement. Et donc il va y avoir, alors que ces derniers mois, ces dernières années, c'était un petit peu l'Union européenne qui se posait en leader sur le climat, en essayant d'entraîner un petit peu d'autres pays du monde, les États-Unis vont retrouver ce rôle. Joe Biden aussi donc a nommé l'ancien secrétaire d'État John Kerry pour qu'il prenne en charge, qu'il soit conseiller sur le climat et il participera au Conseil national de sécurité. John Kerry qui a eu des propos extrêmement fermes pour dire que le risque climatique était au moins aussi important, sinon plus, que le risque pandémique. Donc voilà, les États-Unis vont accélérer, non seulement ils reviennent dans la course, mais ils vont se poser comme leader et sans doute aussi qu'il va y avoir une sorte de compétition avec la Chine sur ce sujet, de compétition et en même temps de partenariat, puisque on est dans une bascule vers la transition énergétique. C'est aussi une question de normes, c'est une question d'investissement, c'est une question d'investissement stratégique sur les 15 ou 20 ou 30 années qui viennent. Et donc, les 2 grandes superpuissances économiques vont essayer de faire basculer les normes plutôt vers les leurs. Voilà, donc les États-Unis, effectivement, et avec Joe Biden, qui est poussé évidemment par la gauche américaine, qui a fait de la question du climat un enjeu déterminant. Et donc Joe Biden doit aussi répondre à cette attente de la gauche américaine. Mais je pense qu'il est lui-même convaincu qu'il faut avancer, que c'est une
façon pour les États-Unis de retrouver un leadership mondial. De revenir sur l'échiquier mondial. Alors, il y a les questions sociétales, on en parlait, le droit à l'IVG, le climat. Ziad Limam, il y a également le Moyen-Orient, fin du Muslim ban, donc qui empêchait les ressortissants de 7 pays de se rendre aux États-Unis, arrêt des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. À quoi va ressembler la politique américaine au Moyen-Orient ? On regarde, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une équipe qui est très rodée aux affaires internationales. Il y a un président qui doit faire aussi, même si les affaires étrangères, c'est son domaine de prédilection, c'est son domaine d'action le plus facile, parce qu'il n'a pas de la contrainte parlementaire, mais il a quand même un Sénat qui est là et qu'il doit embarquer avec lui, un Sénat qui est quand même divisé 50-50 pratiquement, et qui est encore très marqué pour les républicains par les idées trumpistes. Donc il y a un équilibre qui est cherché. Je pense qu'il y a une volonté de sortir de ce côté transactionnel. Je te donne ci, tu me donnes ça, je te vends des avions, tu me laisses ceci, etc. Ça, je pense que ça va évoluer. Je pense que sur la question israélienne, c'est largement de la langue de bois habituelle, la solution à 2 États, dont on sait très bien qu'elle est pratiquement inapplicable aujourd'hui. Il y a eu, au moment où le président Biden rentrait en fonction, je crois que les Israéliens ont annoncé la construction d'un certain nombre de logements dans les colonies, entre guillemets, dans les territoires occupés. Donc, là-dessus, je ne m'attends pas à quelque chose de spectaculaire. Je m'attends à un rééquilibrage par rapport à l'Arabie Saoudite, à un rééquilibrage par rapport aux Émirats. C'est-à-dire, ça sera toujours des alliés incontournables, mais il y a certains dossiers qui vont remonter. La question iranienne est centrale aussi. C'est-à-dire, là, on est dans le jeu de qui lâche en premier, qui rentre, qui revient dans l'accord en premier. Et je pense que le rôle de troisième acteur va être très important. Ce sera la grande question 2021, au Qatar, à Oman. L'Iran va être le dossier chaud entre les États-Unis et l'Europe. Le Moyen-Orient et le monde arabe qui marquent cette année... Et surtout les Européens. Le Moyen-Orient et le monde arabe qui marquent cette année le 10e anniversaire des printemps arabes. Lundi dernier, l'Égypte était le 2e pays à marquer cette première décennie. Il y a 10 ans, place Tahrir, les Égyptiens demandaient le départ d'Hosni Moubarak au pouvoir depuis 30 ans. Jean-Christophe Ploquin, à la tête du pays, le maréchal Al-Sisi qui mène une répression très dure contre la société civile, contre les intellectuels. Que peut faire la communauté internationale face à cette répression qui s'est accrue ? Très sincèrement, la communauté internationale ne fait rien et la communauté internationale soutient le maréchal Al-Sisi. Je crois qu'il faut être très clair. Que ce soit la France qui fait beaucoup d'affaires, y compris d'armement, vente d'armement à l'Égypte, que ce soit les États-Unis qui ont appuyé par exemple l'Égypte lors d'un contentieux sur le Nil vis-à-vis de l'Éthiopie, et le FMI qui consent des prêts pour remettre à flot l'économie égyptienne, et l'Arabie Saoudite qui soutient à bout de bras également l'économie égyptienne. Donc, on voit que, en fait, l'Égypte, en quelque sorte, est too big to fail. C'est un pays trop important dans la région, à la fois trop fragile, mais en même temps, dès lors qu'il y a une forme de stabilité, ça permet au moins de sécuriser ce géant du monde arabe en termes de population et en termes de centralité. Donc, Al-Sisi, visiblement, maîtrise les codes nécessaires pour garantir que ces aides et ce soutien se poursuivent. On se souvient que lorsqu'il est venu en France, il avait éludé sur la question des droits de l'homme, il avait été décoré par le président de la République. Donc voilà, on ne peut pas manifester plus clairement que pour la France et pour la plupart des pays dans le monde, la stabilité de l'Égypte est cruciale. Et donc, les enjeux démocratiques sont mis en deuxième plan. Ziad Limam, 10 ans après, l'Égypte n'a pas obtenu les gains de cette révolution, de sa révolution. Que retenez-vous de cette décennie ? Non, je pense qu'il y a clairement eu une contre-révolution en Égypte. Enfin, surtout, il y a eu une reprise du pouvoir par les militaires qui l'ont perdu à un moment, qui l'ont repris. Et comme on disait, il y a un risque systémique d'un pays de 100 millions d'habitants qui est là, au cœur du Moyen-Orient. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas enterrer ces processus révolutionnaires, il ne faut pas enterrer
les idées qui sont nées à Tunis en premier, puis au Caire, puis qui ont bougé. Il ne faut pas enterrer la génération de la Révolution, ceux qui avaient 10 ans, ils ont 20 ans aujourd'hui. Je pense que c'est dans leur tête et je pense que le monde arabe ne fera pas l'économie d'une manière ou d'une autre, d'une démocratisation des sociétés, d'un changement de gouvernance, etc. Il y a la question islamiste aussi qui est assez importante, mais on voit aussi que les islamistes, là où ils ont été au pouvoir, ou là où ils ont participé au pouvoir, n'ont pas réussi à changer les sociétés, n'ont pas réussi à créer du progrès économique, que leur performance électorale baisse. Donc, il se passe des choses dans ce monde arabe qu'il ne faut pas, faut pas dire tout ça est fini. Non, c'est en cours. Il y a des pays où ça va plus vite, comme en Tunisie, avec des problèmes économiques et sociaux, certes, mais ça existe. Il y a des pays où la contre-révolution est venue, elle est là, mais ça ne veut pas dire que ça a changé. Et donc, je pense qu'il faut voir ce processus sur un terme plus long. Oui, on remercie Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à la Croix, d'avoir été avec nous ce soir. Bruno Darroux, on parle de l'Égypte, mais tout est parti de la Tunisie. C'était le 14 janvier 2011, le pays qui connaît ces derniers jours une nouvelle révolte contre le système politique en place. Pourquoi il n'arrive pas à mettre fin à la crise politique qui gangrène les élections et qui gangrène les avancées pour ce pays ? Parce qu'il n'arrive pas à mettre fin à la crise économique. Et il ne faut jamais oublier qu'en Tunisie, notamment, tout est parti d'un marchand de légumes qui s'est immolé par le feu, simplement parce qu'il était harassé de taxes, etc., qu'il n'en pouvait plus. Et il était dans une très grande précarité. C'est le plus grand échec de la révolution tunisienne, bien sûr. C'est 10 ans après que ces jeunes se retrouvent, encore une fois, sans avenir, même s'ils ont des diplômes, que l'avenir économique soit bouché. Alors, évidemment, les circonstances n'ont pas aidé entre les attentats terroristes, puis la pandémie de coronavirus, le tourisme, qui représente quand même une manne pour la Tunisie, est tombé dans une situation très préoccupante. Donc, il y a eu des milliers d'emplois supprimés dans ce secteur. Donc, à mon avis, voilà la raison principale, plus un jeu politique qui n'arrive pas encore à se débarrasser quand même de ces habitudes transactionnelles un peu pas toujours très clean, si vous me passez l'expression. Plus aussi, on observe un certain retour, du coup, il y a une forme de nostalgie, un certain retour de ceux qui disaient à l'époque de Ben Ali, voilà. Il y a des c'est toujours un peu le même discours. Hein, il y avait pas la liberté, mais il y avait la sécurité, la stabilité. Oui. Il y a eu des manifestations ces derniers jours et des arrestations. Oui, alors on est dans ce moment-là. Après, plus généralement d'ailleurs, moi je suis d'accord avec Ziad que je pense que les idées qui ont émergé en 2011 sont toujours là. Après, le problème, en fait, c'est que ces révolutionnaires assez jeunes dans l'ensemble, en fait, ça a émergé beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, on pourrait dire un peu la même chose de l'Algérie. C'est des révoltes très horizontales, assez massives, mais qui n'arrivent pas à s'organiser, à dégager des leaders, à se constituer comme force politique. Et donc, ces pays sont toujours coincés, si je puis dire, entre d'un côté les islamistes et de l'autre les militaires les militaires ne veulent pas perdre leur pouvoir et les islamistes n'ont pas une pratique de la démocratie toujours aboutie. Donc c'est un peu le problème. Les idées sont toujours là. Il faudrait trouver un moyen de les incarner dans un mouvement fédérateur organisé. Je veux dire. Ziad Limam, justement, pour rebondir sur ce que dit Bruno Darroux, est-ce qu'il est possible justement de maintenir cette envie de démocratie, maintenir cette lutte pour une autre vie politique? Les deux points sont liés, c'est-à-dire les idées politiques, elles sont là, la demande de liberté, elle est là, la demande d'expression, elle est là, et encore une fois, dans certains pays, on a changé de monde, je pense à la Tunisie, mais pas uniquement, il y a des changements plus subtils ailleurs, au Maroc, etc. Mais si ce n'est pas soutenu par une avancée sociale et économique, il faut se rappeler que au départ, il y a la révolte contre l'autoritarisme, mais il y a aussi le mot dignité qui voulait dire beaucoup de choses sur le plan social et économique. Et donc, tant que le système ne délivre pas des progrès économiques et sociaux à l'opinion, il y a la crise permanente. Mais on ne retourne pas, en particulier en Tunisie, on ne retourne pas au système hanté. Il y a une nostalgie comme ça, mais on ne revient pas en arrière. Donc, le problème, c'est que le système politique doit générer des avancées économiques. Et si on n'a pas ça, on a le blocage. Si on a des avancées économiques, le système politique s'adaptera. Et encore une fois,
je pense que les islamistes pèsent, mais en Tunisie, par exemple, il n'y a pas de militaires, ils ne pèsent pas. Ce qui manque, c'est la coordination, la coordination d'un camp séculier. On n'ose pas dire laïque, mais on dit séculier, voilà, de progressistes séculiers républicains de gauche, centre-gauche et de centre-droit, qui pourrait faire contrepoids avec un projet, mais encore une fois, un projet économique. Et Bruno Darro est d'accord avec vous, il faut le souligner. Merci à tous les deux. On retrouve tout de suite Laure Simoes de Cartooning for Peace. Bonsoir Laure. Laure, vous avez fait une sélection pour nous des dessins de presse qui ont évoqué cette semaine tous les thèmes qu'on a évoqués. Oui, donc on rebrousse en début d'émission. Donc sur le probable reconfinement en France, on a un premier dessin du dessinateur français CAC pour l'opinion. L'image du sablier, elle est très parlante, parce que le sablier, c'est évidemment le temps qui passe, et puis c'est plus prosaïquement le goulot d'étranglement. Là, on voit campagne vaccinale sur le sablier, et puis on voit Macron et Castex qui se disent « en attendant, on confine ». Ce sablier est en tout cas l'élément principal du dessin qui fait que tous les petits personnages autour, Macron et Castex compris, sont bien peu de choses face à la lenteur de la campagne de vaccination. Donc on passe à ce deuxième dessin de Plantu pour Le Monde. Que faire? C'est vraiment toute la question. On voit Macron au milieu de la cour de l'Élysée qui dit « Quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire ?» C'est la question que se pose le président dans sa solitude du pouvoir. C'est un sacré dilemme qui est en tout cas infligé en ce moment aux dirigeants du monde entier, il faut bien le dire. Et puis enfin, ce troisième dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge pour l'Écho, les vieux et les jeunes. Je suis inquiet pour mes prochaines années, dit ce grand-père. Et puis on a à côté son petit-fils qui répond « Je suis inquiet pour mes prochaines décennies ». C'est sûr que c'est compliqué, quoi. Prioriser la vaccination des plus âgés parce que plus vulnérables ou des plus jeunes pour ne pas les sacrifier. Enfin, c'est un choix très, très rude. Et il faut surtout, Ziad le disait, éviter à tout prix le conflit générationnel. Quant aux fameuses Antilles dont on a parlé tout à l'heure, on a ce dessin qui nous vient des Pays-Bas, justement, qui était à la une cette semaine, de Martine Wolterink. On l'a dit, l'annonce du couvre-feu aux Pays-Bas a eu l'effet d'un coup de massue, on le voit dans ce dessin. Fait inédit depuis la Seconde Guerre mondiale pour un pays qui, en plus, jusqu'à présent, avait réussi à éviter les mesures très restrictives. Un autre dessin qui nous vient d'Italie, d'Emanuele Del Rosso, un dessin qui rappelle, vous l'aurez compris, le fameux lanceur de fleurs de Banksy, bien sûr. Mais voilà, qui sont ces émeutiers qu'on a vus notamment aux Pays-Bas? Pour beaucoup des jeunes qui n'en peuvent plus, on l'a très bien expliqué tout à l'heure, mais pas que. Pas que, si on voit ce dessin de Hermann, dessinateur suisse pour la Tribune de Genève, on voit que c'est les États-Unis qui ont peut-être sans doute été le premier pays à voir surgir ces mouvances anti-masques et anti-vaccins, qui sont évidemment souvent récupérées par l'extrême droite et qui semblent peut-être gagner peu à peu du terrain en Europe. Je lis le dessin qui est très drôle. Je ne crois pas au vaccin, moi je ne crois pas au Covid. Comme ça, c'est simple. Transition vers les États-Unis, puisque pendant ce temps-là, aux États-Unis, justement, on a ce dessin de Dave Granlund, dessinateur américain, qui nous montre un Biden très affairé. La partie la plus difficile du travail jusqu'à présent, c'est la crampe de l'écrivain. C'est sûr qu'à peine installé dans le bureau ovale, que Joe Biden a déjà signé une série de décrets dont on a parlé tout à l'heure, donc je ne m'étends pas dessus. En tout cas, de quoi tourner la page du mandat Trump, ça c'est sûr. On a un autre dessin du dessinateur mexicain Dario qui nous montre comme ça ce portrait de Biden en président repriseur pour recoudre ce qui a été défait et réunir un pays déchiré. Et puis ce dessin de Kroll, dessinateur belge pour Le Soir. Et pendant ce temps-là, à Mar-a-Lago, qu'est-ce qui se passe? Trump, on dirait qu'il s'emmerde déjà. Mais les procureurs sont là, ils vont bientôt s'occuper de lui, comme dit le dessin. Et puis enfin, pour finir, sur l'Égypte, un très beau dessin de Avi Katz, dessinateur israélien, une belle allégorie de circonstances pour se souvenir de ce 25 janvier 2011, quand naissait la révolution égyptienne, où comment une poignée d'Égyptiens ont peu à peu envahi la place Tahrir de milliers de manifestants et fait démissionner le pharaon Hosni Moubarak, qu'on voit dans ce dessin, au pouvoir depuis 81.
un autre dessin d'un dessinateur égyptien qui s'appelle Cherif Arafat. 10 ans après, quid de ce printemps arabe, on le voit, un cactus plein d'épines qui a poussé à la place de la fleur. Mais la fleur est toujours là, pour rebondir sur le constat que faisait Ziad tout à l'heure. Et puis pour terminer, un dessin de Glé, dessinateur du Burkina Faso. Si Moubarak s'en va, ça ira. Et puis après, on voit que 10 ans après, ça ne va toujours pas, et que le président Al-Sisi a quelque peu confisqué les élans de cette révolution en imposant un régime militaire ultra autoritaire. Donc voilà pour résumer la semaine en dessin. Vous avez très bien résumé, Laure. Merci, Laure Simoes du collectif Cartooning for Peace. À noter que votre dessin sur Donald Trump a beaucoup fait rire Bruno Darroux. Je m'en réjouis parce que j'entends pas le retour, alors je m'en réjouis. Merci, eh bien, Bruno. je peux vous dire qu'il a rigolé de bon cœur. Merci beaucoup à tous d'avoir débattu avec nous ce soir. Ziad, l'imam directeur du mensuel Afrique Magazine, Laure Simoes de Cartooning for Peace, Jean-Christophe Coquin, rédacteur en chef éditorialiste à la Croix, et bien sûr Bruno Darroux, chroniqueur international à France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.